Le jour où ma fille m'a dit « Bonne fête, maman. On a pensé à tout pour toi », en posant mon sac de voyage sur le carrelage froid d'une résidence que je ne connaissais pas, j'ai compris que 64 ans de vie ne suffisent pas toujours à vous préparer à la trahison de ceux que vous avez mis au monde. Je m'appelle Mireille Fontaine. Pendant 38 ans, j'ai tenu la pharmacie familiale de Limoges, celle que mon mari Gérard avait ouverte en 1981 et que j'ai continué à faire tourner seule après son infarctus, il y a 4 ans. Quand j'ai finalement vendu le fonds de commerce l'an dernier, j'avais 63 ans, une maison payée, des économies raisonnables, et ce sentiment un peu vertigineux de pouvoir enfin souffler. J'avais prévu de voyager, d'apprendre la poterie, de lire tous les livres que j'avais repoussés depuis des décennies. Ce que je n'avais pas prévu, c'est ma fille Isabelle. Ce matin-là, elle était venue me chercher avec son mari Franck. « On t'emmène fêter ton anniversaire, maman. » Une surprise. Isabelle avait ce sourire que je lui connaissais depuis l'enfance, le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Franck, lui, regardait le tableau de bord avec une application suspecte. Dans le coffre, j'avais vu mon sac, celui que j'avais préparé pour un week-end à Bordeaux, du moins c'est ce qu'il m'avait dit la veille. Nous avons roulé 40 minutes vers le nord de la ville. Quand la voiture s'est arrêtée devant un bâtiment aux baies vitrées et aux jardinières soigneusement entretenues, j'ai mis quelques secondes à comprendre. L'enseigne disait « Résidence Les Pinces Dorées, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Qu'est-ce que c'est que ça? Isabelle a pris ma main avec une douceur qui sonnait faux. « Maman, tu vas voir, c'est très bien ici. Il y a des activités, de la compagnie. Depuis la mort de papa, tu n'es plus vraiment. Toi-même. Pas vraiment moi-même. Moi qui avais géré une officine, supervisé 4 employés, négocié avec les grossistes, accompagné des dizaines de patients pendant des années. Pas vraiment moi-même, parce que j'avais pleuré mon mari, parce que j'avais parfois oublié d'éteindre la télévision en allant me coucher, parce que j'avais eu le tort de vieillir aux yeux de ma propre fille. Franck avait déjà sorti mon sac du coffre. Il l'a posé à l'entrée avec la désinvolture de quelqu'un qui dépose un colis. Ma fille a murmuré quelque chose sur les soins adaptés et la sécurité. Elle avait visiblement répété ces phrases. Elles étaient trop lisses, trop calibrées pour venir du cœur. « Et Théodore ?» ai-je demandé, en pensant à mon petit-fils de 9 ans. « Il pourra venir te rendre visite quand tu seras bien installé, quand tu seras bien installé, comme si on installe quelqu'un qu'on a décidé de ranger. » Je les ai regardés repartir. La voiture a disparu au coin de la rue avec une rapidité qui m'a tout dit sur le soulagement qu'il ressentait. Je suis restée un moment sur le seuil avec mon sac à mes pieds, entourée par cette odeur particulière des établissements de ce genre propre, impersonnel, légèrement chimique, l'odeur de la vie mise entre parenthèses. La directrice s'appelait Madame Pérou. Elle m'a accueillie avec ce sourire professionnel qu'on doit enseigner dans les formations de management, chaleureux juste ce qu'il faut pour ne pas être sincère. Elle m'a conduite dans son bureau et a ouvert un dossier avec mon nom dessus. « Votre fille nous a expliqué votre situation, des épisodes de désorientation, des difficultés à gérer le quotidien depuis le décès de votre mari. » J'ai posé les mains à plat sur son bureau. « Madame Pérou, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. » Elle a levé les yeux. J'ai géré une pharmacie pendant 38 ans. J'ai tenu une comptabilité rigoureuse, respecté des protocoles stricts, assuré des gardes de nuit. La semaine dernière, j'ai terminé un roman de Modiano et j'ai passé 2 heures au téléphone avec mon expert comptable pour la déclaration de cession du fonds. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui ne gère plus le quotidien? Madame Pérou a refermé lentement le dossier. Son regard a changé ce changement imperceptible chez quelqu'un qui réévalue une situation en temps réel. Elle m'a observé un long moment, ma posture, mes yeux, la façon dont je tenais mes mains. « Madame Fontaine, puis-je vous poser une question directe? » « Je vous en prie. Avez-vous un patrimoine immobilier conséquent? Des liquidités importantes depuis la vente de votre officine? » La question m'a arrêté net. « Pourquoi me demandez-vous ça ?» Elle a hésité, puis a parlé avec une franchise que je n'avais pas anticipée. Parce qu'en 6 ans dans ce métier, j'ai appris à reconnaître certaines situations. Et votre fille m'a posé des questions très précises sur les modalités de prise en charge, sur les procédures de tutelle, sur ce qui se passe pour les biens d'une résidente si sa famille détient une procuration. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quelque chose venait de se cristalliser dans ma tête, quelque chose que je n'avais pas voulu voir depuis des mois. Légalement, a repris Madame Pérou, nous ne pouvons pas retenir quelqu'un qui est en pleine possession de ses facultés. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Mais si vous me permettez, ne partez pas tout de suite.
Pas avant d'avoir compris ce qui se passe réellement. J'ai demandé si j'avais accès à un téléphone et à Internet. Elle m'a conduite elle-même jusqu'à la salle commune, où 2 ordinateurs étaient mis à disposition des résidents. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », a-t-elle dit simplement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi avant 2 heures du matin. Non pas parce que le lit était inconfortable, il ne l'était pas, mais parce que mon esprit refaisait le fil des derniers mois avec une clarté nouvelle, cruelle, comme quand on rallume la lumière, dans une pièce qu'on avait traversée dans le noir, et qu'on voit soudain tous les obstacles qu'on avait évités par hasard. Les questions d'Isabelle sur mes comptes depuis le printemps. « Maman, tu veux que je t'aide à gérer tout ça? C'est beaucoup d'argent pour une seule personne. » Les suggestions de Frank concernant la maison. « Une grande maison pour toi toute seule, c'est peu, être trop d'entretien, non? » L'inquiétude soudaine pour ma mémoire apparut précisément après que j'avais refusé de leur prêter 50 000 € pour lancer un projet. Quel projet? Exactement, il n'avait jamais précisé. Tout s'assemblait avec une netteté qui faisait mal. Le lendemain matin, j'ai trouvé la salle des ordinateurs à la première heure. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux coupés courts, était déjà installée devant l'un d'eux. Elle m'a regardé arriver avec ce regard de quelqu'un qui reconnaît une situation familière. « Vous êtes nouvelle. Depuis hier. Votre famille pense que vous ne gérez plus bien les choses ?» Je me suis assise en face d'elle. « Comment vous le savez? » »« Parce que c'est ce qu'ils disent tous. » Elle a tendu la main. Roselyne Garnier. Mon fils et ma belle-fille estiment que je suis un danger pour moi-même depuis que j'ai refusé de leur signer une procuration sur mes comptes. Vous avez du patrimoine? Une maison et les bénéfices de la vente de mon commerce. Elle a hoché la tête lentement. Bienvenue dans le club. Le club, comme elle l'appelait, comptait en réalité 4 membres. Roselyne, donc, ancienne proviseure de lycée à Clermont-Ferrand. Germaine, 18 ans, ex-greffière de tribunal, placée par son neveu depuis qu'elle avait refusé de lui léguer sa résidence secondaire en Ardèche. Denise, dont le fils avait des dettes de jeu et qui avait vu ses questions d'argent, commençait exactement 6 semaines après un passage au casino qui avait mal tourné. Et maintenant moi. Ce qui me frappe, a dit Roselyne ce soir-là, quand nous étions toutes les 4 réunies dans la petite salle de lecture, c'est qu'on nous a toutes présenté ça comme un cadeau. Notre sécurité, notre bien-être, notre confort. Comme si notre confort les avait jamais préoccupés avant, a observé Germaine avec cette sécheresse tranquille des gens qui ont passé leur vie dans les tribunaux. J'ai passé l'après-midi sur l'ordinateur, ce que j'ai trouvé m'a traversé comme de l'eau froide. Une annonce de vente sur un site immobilier, la maison de ma voisine, dans ma rue vendue 3 mois plus tôt pour 420 000 €. La mienne est plus grande, mieux exposée. J'ai fait le calcul approximatif. Entre 450 et 500 000 €, selon les estimations des agences locales que j'ai consultées l'une après l'autre. Puis j'ai cherché le nom de Frank, mon gendre. Il avait une micro-entreprise dans le secteur de la rénovation. Les avis en ligne racontaient une autre histoire. Plusieurs clients mécontents, 2 procédures en cours selon les mentions légales, une radiation de la Chambre des métiers de la région pour manquement répété. La société avait été dissoute 6 mois plus tôt. Frank n'avait plus rien. Maintenant, je comprenais le projet pour lequel ils avaient voulu m'emprunter 50 000 €. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Arsenault, le notaire qui s'était occupé de la vente de la pharmacie et qui gérait nos affaires familiales depuis la succession de Gérard. « Mireille, Isabelle m'a dit que vous étiez en convalescence. » J'ai marqué une pause. « En convalescence. Elle m'a appelé il y a 3 semaines. Elle m'a parlé de votre état de santé, de vos difficultés à gérer seule. Elle a demandé ce qu'il faudrait faire pour protéger votre patrimoine dans l'hypothèse où vous ne seriez plus en mesure d'eux. » Sa phrase s'est interrompue d'elle-même. Il avait dû entendre quelque chose dans mon silence. « Maître Arsenault, je suis en pleine possession de mes facultés. Je suis dans un EHPAD où ma fille m'a conduite hier matin sous prétexte d'un anniversaire. Pouvez-vous venir me voir ici cet après-midi? Et pouvez-vous vérifier si quelqu'un a tenté d'accéder à des informations sur mes avoirs ces dernières semaines? Il est arrivé à 16 heures. Madame Perroux nous a prêté son bureau. Maître Arsenault m'a regardé longtemps avant de parler. Vous savez que ça va faire du bruit. Je sais. Isabelle m'a contacté 5 fois depuis mars. Elle m'a demandé s'il était possible d'ouvrir une procédure de sauvegarde de justice, ce qui permettrait à un tiers de gérer vos biens. Elle m'a demandé si une procuration signée dans un moment de lucidité serait valable. Elle m'a demandé comment contester un testament déjà établi. Il a posé ses notes. J'ai refusé chaque fois. Mais quelqu'un d'autre être été moins scrupuleux. Votre banque m'a alerté il y a 10 jours. Une personne s'est présentée comme votre mandataire et a demandé un état détaillé de vos liquidités.
Nous nous sommes regardés un moment. Que puis-je faire? Partir quand vous voulez. Mais parfois, la meilleure stratégie est de laisser l'adversaire se découvrir complètement. Si vous restez encore 2 ou 3 jours et que vous les faites venir, l'idée avait germé avant même qu'il finisse sa phrase. Ce soir-là, j'ai rejoint Roseline, Germaine et Denise avec ces informations nouvelles. Roseline a été la plus directe. Faites-les venir. Laissez-les croire que vous êtes prête à faire ce qu'ils veulent. Enregistrez tout. C'est légal d'enregistrer une conversation en France? Germaine a souri ce sourire de quelqu'un qui a passé 30 ans dans les greffes de tribunal. L'enregistrement par une partie à la conversation est utilisable comme élément de preuve dans certaines procédures civiles. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant pour rééquilibrer un rapport de force. J'ai appelé Isabelle le lendemain matin. J'ai bien réfléchi. Vous aviez peut-être raison. J'aimerais qu'on parle de certaines dispositions concernant la maison et mes économies. Pouvez-vous venir avec Franck? Silence de 2 secondes. Bien sûr, maman. On est soulagé que tu vois les choses ainsi. La nervosité dans sa voix était éloquente. Elle avait mordu. Ils sont arrivés le surlendemain à 14 heures. Franck avait mis une veste. Isabelle portait ses boucles d'oreilles en or, celles qu'elle réservait aux occasions importantes. Je les ai accueillis dans le petit salon réservé aux familles, une pièce claire avec des fauteuils beiges et une table basse. Mon téléphone était posé face retournée à côté de ma tasse de thé, l'application d'enregistrement déjà lancée. « Tu as bonne mine, maman. Je dors bien ici. » J'ai mentionné cette phrase avec le naturel que l'on met à mentir quand on n'a pas d'autre choix. J'ai eu le temps de réfléchir. Vous aviez raison. À mon âge, il vaut mieux anticiper. Les épaules de Franck se sont imperceptiblement détendues. Donc tu acceptes qu'on t'aide à gérer. Je pense même à revoir mon testament. J'ai dit ça posément, en regardant ma tasse. La maison vaut beaucoup. Je voudrais être sûre que ça aille aux bonnes personnes. Isabelle a avancé légèrement dans son fauteuil. C'est une décision sage, maman. On peut t'accompagner chez Maître Arsenault quand tu veux. J'ai déjà parlé avec Maître Arsenault. Quelque chose a changé dans son regard. Il m'a dit des choses intéressantes. J'ai levé les yeux vers elle. Il m'a dit que tu l'avais appelé 5 fois depuis mars, que tu lui avais demandé comment faire pour gérer mes biens si je n'étais plus en état, que tu avais mentionné une procuration. Frank a voulu parler. Je l'ai arrêté d'un geste. Et ma banque m'a prévenu que quelqu'un s'était présenté comme mon mandataire pour connaître l'état de mes comptes. Isabelle a rougi. On voulait juste. Et Théodore? Est-ce qu'il sait où est sa grand-mère? Le silence qui a suivi était suffisamment long pour me donner la réponse. J'ai décidé de léguer la maison à une association qui soutient les aidants familiaux. Je l'ai dit calmement, comme si j'annonçais la météo, et mes économies à la Fondation de France. Frank s'est levé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est notre héritage. »« Votre héritage !» J'ai pris mon téléphone. J'ai arrêté l'enregistrement. Vous avez utilisé ce mot devant moi alors que vous m'avez déposé dans un EHPAD il y a 4 jours en me faisant croire à une surprise d'anniversaire. Ils ont regardé mon téléphone. Tu as enregistré? 38 ans de commerce m'ont appris l'importance de garder des traces. Isabelle a blêmi. Franck a regardé la porte comme s'il calculait la distance. J'ai continué, d'une voix qui ne tremblait pas, et j'en étais moi-même surprise. Explique-moi la situation de ton entreprise, Franck. Celle qui a été radiée de la Chambre des métiers en octobre. Les 2 procédures en cours avec tes anciens clients. Franck s'est rassis. Quelque chose s'était défait dans sa posture. Et toi, Isabelle? Depuis quand es-tu au courant de ces dettes? Avant ou après votre décision de m'amener ici? Ma fille a mis ses mains sur son visage. Quand elle les a retirées, ses yeux étaient rouges. On ne voulait pas te voler, maman. On voulait juste. On avait besoin de temps, de liquidité. On pensait qu'on rembourserait avant que tu... Elle n'a pas terminé la phrase. Avant que je quoi? Avant que je meure? Avant que je m'en aperçoive? Combien? Frank a parlé à voix basse. 130 000 € de dette totale. Entre les clients lésés et les emprunts personnels. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Long silence. J'avais honte, a dit Isabelle finalement. Et je pensais que tu ne nous aurais jamais aidés si on t'avait dit la vérité. Tu as toujours été si droite. On ne pouvait pas te demander de l'argent pour couvrir des erreurs. J'ai regardé ma fille un long moment. La petite fille que j'avais accompagnée à l'école le premier jour, dont j'avais cousu les robes pour les spectacles de danse, dont j'avais relu les copies de bac à 2 heures du matin. La femme qui m'avait déposée dans un établissement pour personnes âgées le jour de mon anniversaire, parce qu'elle avait peur de me demander de l'aide. Quelque chose de douloureux et d'étrange s'est ouvert en moi, pas de la pitié,
Pas encore. Plutôt une compréhension amère de comment on en était arrivé là. Voici ce qui va se passer. Ils m'ont regardé. Je rentre chez moi aujourd'hui. Maintenant. Vous m'y amenez ou j'appelle un taxi, c'est votre choix. Ils ont hoché la tête. Ensuite, on va avoir une conversation sérieuse. Complète. Avec tous les chiffres sur la table. Je veux savoir exactement à qui vous devez quoi. Et depuis combien de temps. Et après ? A demandé Isabelle. Après, je déciderai. Peut être que je peux vous aider. Peut être pas. Mais ça se passera dans la transparence ou ça ne se passera pas du tout. Et Théodore reprend ses visites chez moi dès ce week-end. Nous avons roulé vers Limoges dans un silence presque complet. Franck conduisait, les deux mains crispées sur le volant. Isabelle regardait par la fenêtre. Moi, je regardais les platanes défiler le long de la nationale et je pensais à Gérard, à ce qu'il aurait dit, à la façon dont il savait toujours démêler l'essentiel du reste. Quand la voiture s'est arrêtée devant ma maison, j'ai vu que la lumière du salon était allumée. La porte n'était pas verrouillée comme je l'avais laissée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Isabelle a baissé les yeux. On avait commencé à trier quelques affaires, au cas où tu ne revenais pas avant longtemps. J'ai ouvert la porte. Dans l'entrée, 2 cartons étaient posés contre le mur. Sur le premier, une étiquette manuscrite, livre à donner. Sur le second, affaire Gérard. Je me suis arrêtée devant le carton marqué du nom de mon mari. J'ai soulevé le rabat. Les lunettes de lecture qu'il portait les derniers mois. Sa montre de travail, pas la belle. L'autre, celle en plastique qu'il mettait pour bricoler. Une photo de nous 2 prises à Collioure en 1987, où j'ai les cheveux courts et lui une moustache qu'il a regretté toute sa vie. J'ai refermé le carton. Je me suis retournée vers ma fille. « Vous avez emballé les affaires de votre père. » Isabelle n'a pas répondu. « Replacez tout. Ce soir. Et je veux que demain matin, avant que vous repartiez, chaque objet soit exactement là où il était. » Nous avons travaillé 2 heures en silence, les 3 ensemble, à défaire ce qui avait été fait. Quand la maison a retrouvé son ordre habituel, je me suis assise dans mon fauteuil le même depuis 20 ans, celui qui fait face à la bibliothèque que Gérard avait construite de ses mains un été, et j'ai regardé ma fille s'installer en face de moi. Maintenant, parle-moi. Vraiment. Ce qu'elle m'a dit a duré 1 heure. L'entreprise de Franck avait décroché un chantier trop important pour ses capacités, avait sous-traité à des artisans peu fiables, s'était retrouvée avec des malfaçons et des clients furieux. Les emprunts pour éponger avaient généré d'autres emprunts. Isabelle avait caché la situation à tout le monde, y compris à ses propres amis, pendant plus d'1 an. La honte avait fait son travail habituel. Elle les avait isolés, avait déformé leur jugement, les avait amenés à envisager des solutions qu'ils n'auraient jamais imaginées autrement. Je ne l'ai pas interrompue. Quand elle a terminé, j'ai réfléchi un moment. Voilà ce que je suis prête à faire. Je peux vous prêter 80 000 €. Leurs visages ont changé. J'ai levé la main avant qu'ils parlent. Avec un contrat de prêt chez Maître Arsenault. Remboursement sur 8 ans, avec un taux d'intérêt légal. Chaque remboursement manqué et l'accord devient une dette exigible immédiatement. Franck a hoché la tête. Théodore revient chez moi tous les mercredis et un week-end sur 2. Ce n'est pas négociable. Isabelle a acquiescé sans un mot. Et je veux que vous consultiez quelqu'un, un conseiller, un thérapeute. Je ne sais pas, quelqu'un qui vous aide à comprendre comment on en est arrivé là. Pas pour moi, pour vous. Et pour Théodore, qui mérite des parents qui savent demander de l'aide sans trahir ceux qui les aiment. Une long silence. « Pourquoi tu fais ça ?» a demandé Isabelle à voix basse. « Après ce qu'on t'a fait. » J'ai regardé la bibliothèque de Gérard. « Parce que tu es ma fille, parce que Théodore est mon petit-fils, et parce que la honte, j'aurais dû t'apprendre plus tôt que ça ne mérite pas qu'on lui sacrifie tout le reste. C'est peu être ma part de responsabilité dans cette histoire. » Elle a pleuré. Pas le genre de larmes qu'on retient devant quelqu'un qu'on veut convaincre les autres, celles qui viennent quand la tension cède d'un coup et qu'il n'y a plus rien à défendre. Franck a tendu la main vers moi. Je l'ai regardé un moment avant de la serrer. Ils sont repartis vers 22 heures. J'ai fermé la porte à clé, éteint les lumières du couloir, et je me suis assise encore un moment dans le noir du salon avant d'aller me coucher. Dehors, les platanes de la rue bougeaient légèrement dans le vent. 3 mois ont passé depuis ce soir-là. Le contrat de prêt a été signé chez Maître Arsenault. Franck a conclu un accord avec ses anciens clients et cherche à rebâtir une activité à plus petite échelle. Isabelle voit une psychologue depuis 6 semaines, c'est elle qui l'a décidé, pas moi. Théodore est venu chez moi le mercredi suivant avec son cartable et une tortue en plastique qu'il voulait me montrer.
Nous avons fait des crêpes et joué aux cartes jusqu'à ce qu'il s'endorme sur le canapé. Madame Peyrou m'a appelé il y a 2 semaines pour me demander si j'accepterais de venir parler à de nouvelles résidentes. Des femmes arrivées dans des circonstances semblables aux miennes. J'ai dit oui sans hésiter. Cette journée d'anniversaire m'a appris des choses que je n'aurais pas voulu apprendre de cette façon. Que l'amour familial peut coexister avec une forme de lâcheté profonde. Que la honte fait des ravages que personne ne voit parce que tout le monde la cache. Que 64 ans ne sont pas une fragilité, c'est une accumulation de tout ce qu'on a traversé, et ça peut peser très lourd quand on choisit de s'en servir. Je suis Mireille Fontaine. J'ai 64 ans, une maison à Limoges, et une bibliothèque que je n'ai pas encore fini d'explorer. Je commence à penser que les prochaines années seront peut-être les plus intéressantes. Si cette histoire vous a touché, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez et répondez-moi à cette question. À ma place, qu'auriez-vous fait? Il y a quelque chose que cette journée m'a appris et que je n'aurais sans doute jamais compris autrement. Les conséquences de nos actes nous rattrapent toujours, non pas comme une punition venue de l'extérieur, mais comme un simple retour des choses. Isabelle et Franck ont cru qu'en m'éloignant, ils résoudraient leurs problèmes. Mais on ne résout pas une dette en trahissant sa mère. On ne fait que creuser. J'ai pensé longtemps à ce qui les avait amenés là. La honte, surtout. La honte de Franck face à l'échec de son entreprise. La honte d'Isabelle de ne pas avoir su protéger sa famille. Cette honte-là, je la comprends, je ne l'excuse pas, mais je la comprends. J'ai connu dans ma vie des moments où j'aurais voulu disparaître plutôt qu'admettre que je n'y arrivais plus. Après la mort de Gérard, il y a eu des semaines entières où je faisais semblant d'aller bien devant les clients de la pharmacie, alors que le soir je ne trouvais plus le courage de faire à dîner. On ne demande pas toujours de l'aide aux bonnes personnes, au bon moment. Parfois on choisit les mauvais chemins par peur du jugement de ceux qu'on aime le plus. Ce qui me reste de cette histoire, c'est une conviction que j'avais être toujours eue mais que je n'avais jamais formulée aussi clairement. La dignité ne se négocie pas à 60 ans, pas à 80. On peut perdre sa santé, ses économies, ses certitudes, mais si on perd le fil de qui on est, on n'a plus grand-chose à transmettre. Et j'avais encore beaucoup à transmettre. À Théodore, qui méritait une grand-mère debout. À Isabelle, qui avait besoin de voir que sa mère pouvait traverser la trahison sans se briser, ni briser les autres. Ce que j'aurais voulu, si j'avais eu la sagesse de le faire plus tôt, c'est lui apprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est être la forme d'intelligence la plus difficile à cultiver, celle qui exige d'accepter qu'on ne peut pas tout porter seul, et que l'aveu d'une difficulté n'efface pas ce qu'on est. 38 ans à tenir une officine m'ont appris ça mieux que n'importe quel livre. Les gens qui s'en sortent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui savent où frapper à la porte. Je ne sais pas encore ce que nos prochains mois ressembleront. Le contrat est signé. La psychologue est là. Théodore arrive le mercredi avec ses tortues en plastique. Peut-être que ça tiendra, peut-être que ce sera difficile. Mais ce que je sais, c'est que je suis rentrée chez moi. Dans ma maison, dans ma vie, dans ma propre histoire, et que personne ne m'en sortira plus sans mon consentement. À 64 ans, j'ai compris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est savoir, même quand on a peur, ce à quoi on ne renoncera pas.